Édition hebdomadaire de ce samedi 17 février 2024. Nous recevons ce matin Madame Cindy Fiata, chargée de communication à Québec Unifié. Bonjour Madame Fiata. Désolé, c'est la technique, nous ne maîtrisons rien, ça arrive. Citoyen canadien d'origine guadeloupéenne, Cindy Fiata est arrivée au Canada et plus précisément au Québec en 2009. En 2019, elle rencontre son époux Fernand au Guatemala avec qui il vole en noces en 2021. Responsable de communication pour le collectif Québec Unifié, c'est en mai 2022 qu'elle lance la procédure de demande de parrainage. Là où le bas blesse, c'est que Mme Fiati a vu son mari essuyer à 4 reprises le refus de visa visiteur. Pourtant, profitant d'une ouverture du gouvernement fédéral, elle espérait avoir son conjoint à ses côtés en attendant le dénouement de sa procédure de parrainage. Mais les multiples interventions du député fédéral du nouveau parti démocratique Alexandre Bouleris n'y ont rien fait. Or, a priori, le fait d'introduire une demande de visa de visiteurs résidents temporaires ne devrait avoir d'incidence sur le traitement d'une demande de parrainage résident permanent. Chacune de ces demandes étant normalement assujettie à des règles différentes et traitées séparément. Pour en parler ce matin, nous recevons Mme Cindy Fiata. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut préciser que notre invitée n'est ni avocate, ni consultant réglementaire en immigration canadienne. Elle est là ce matin pour simplement partager son expérience et souhaite mettre en évidence les incohérences d'immigration réfugiée et citoyenneté du Canada, en abrégé IRCC. Les auditeurs peuvent naturellement réagir sur la page Facebook d'Immigration FM ou via WhatsApp au numéro affiché au bas de l'écran. Cindy Fiata, rebonjour. Comment se porte votre conjoint Fernand encore au Guatemala? Écoutez, je vais vous dire qu'il se porte au niveau de la santé bien. Malheureusement, au niveau émotionnel, très mal. Au niveau très mal la situation à laquelle il devait faire face. Parce qu'il se considère comme un citoyen de seconde zone qui n'a pas la possibilité de venir voir sa famille au Canada. Est-ce qu'il n'est pas souvent tenté de dire ce foutu Québec là, je n'en veux plus? Écoutez, non, parce qu'il veut faire sa vie donc, avec moi. Et il sait que moi, je suis installée au Québec depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai des liens forts avec le Québec, c'est ici que je veux rester. Donc, malheureusement, mais on doit prendre notre mal en patience et c'est extrêmement difficile. Est-ce que vous y allez souvent pour le rencontrer et passer quelques moments de détente? Bien sûr. Donc, à chaque fois que j'ai des vacances, on se retrouve donc soit dans son pays ou on va à d'autres endroits, tout simplement. On découvre le monde. Mais nous, on aimerait vraiment venir visiter le Québec. Qu'ils puissent connaître donc les amis que j'ai ici, la vie que j'ai ici, et qu'ils puissent surtout commencer son intégration, parce que le fait de lui refuser le visa visiteur, ce n'est simplement le fait de retarder son intégration à la société québécoise. Madame Fiata, à vous lire, votre problème ne réside pas forcément dans l'extension des délais de parrainage, puisqu'en mai 2022, ce n'est qu'en mai 2022 que vous avez enclenché la procédure. C'est bien ça, non? Oui, tout à fait. Mais la véritable boule de neige se situe au niveau du refus de visa à votre tendre époux. Refus de visa à 4 reprises. Vous martelez les incohérences d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada. Racontez pour de nombreux auditeurs qui vous suivent actuellement à travers le monde votre triste histoire. En réalité, il y a deux gros problèmes. Au niveau du Québec, ce sont les seuils qui sont imposés par le gouvernement québécois, qui créent des délais de plus de 34 mois maintenant pour les personnes qui sont en parrainage externe. Et donc, à partir de l'annonce qui a été faite en mai 2023 par l'ancien ministre de l'Immigration, qui voulait mettre en place donc, des procédures pour permettre aux familles de se retrouver plus rapidement sur le territoire canadien. Il propose donc d'accélérer la demande pour les visas visiteurs et il proposait d'avoir un taux d'approbation de plus de 90%.
Mais dans les faits, ce n'est pas du tout le cas. Il y a énormément de refus, dont le mien, des visas visiteurs pour les personnes qui veulent venir visiter leur famille au Canada. Malgré l'intervention du député du nouveau Parti démocratique, M. Bouleris. Oui, tout à fait. Malgré les nombreuses interventions. Donc, lorsqu'on a fait notre deuxième demande, dès la deuxième demande, mon député est intervenu dans mon dossier. Il appelait donc à chaque fois l'URCC. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas parler à un agent. C'est un service à la clientèle avec qui il communique. Il demande à l'agent donc d'expliquer quelles sont les avancées dans le dossier. Et donc l'agent dit où est-ce qu'il est rendu dans les différentes étapes du traitement du dossier. Et malgré ça, on a eu un refus. Donc on a fait une demande de reconsidération, quelque chose qui est possible de faire. Malheureusement, nous avons appris par la suite que c'est une gracieuseté de l'IRCC et que l'agent n'a aucune obligation de regarder, de réouvrir la demande pour voir si on pourrait l'accepter ou pas. Donc nous avons fait une demande de reconsidération, nous n'avons jamais reçu de réponse. Parce qu'il faut savoir que si la réponse est négative, l'agent ne prend même pas la peine d'écrire un courriel, d'écrire une note pour dire nous avons vérifié à nouveau votre dossier et malheureusement, nous ne sommes toujours pas convaincus que vous avez quitté le territoire. Donc par la suite, nous avons fait une autre demande, donc la troisième demande, qui est revenue avec un refus, toujours avec les mêmes raisons. La quatrième demande a été appuyée par une lettre du député, de mon député. Et je vais vous dire en toute honnêteté, quand j'ai parlé donc avec la conseillère qui travaille pour le député, elle n'avait pas beaucoup d'espoir que la demande allait être acceptée. Parce qu'ils se disent, étant donné que ça a déjà été refusé 3 fois auparavant, il y a de très grandes chances que ce soit refusé une 4e fois. Peu importe les preuves que vous apportez. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons reçu un 4e refus. Et à chaque fois, il y a des nouvelles raisons qui arrivent. Donc, plus on essaie de justifier que la personne va retourner dans son pays avec des liens familiaux forts, avec une situation financière, avec des biens immobiliers, avec différents voyages qui ont été faits dans d'autres pays, les mêmes raisons les mêmes arguments deviennent des raisons de refus par l'agent. Donc voilà, nous sommes rendus là. Est-ce que vous êtes la seule dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a d'autres victimes qui ont connu les mêmes micmacs? Bien sûr. Bien sûr. Écoutez, donc il y a un collectif, dans lequel je suis responsable des communications, donc qui a été créé par Madame Lydia et qui a été depuis juin. Et depuis juin 2023, on n'arrête pas d'entendre les mêmes histoires de personnes qui veulent faire venir leurs enfants, leurs époux au Québec pour les visiter et qui reçoivent les mêmes raisons. Je vais vous dire c'est quoi les raisons. Première raison qui ressort, c'est les liens trop forts au Canada. Donc le fait d'avoir un époux, une épouse, une mère, un père au Canada devient une raison de refus. C'est inadmissible. C'est inadmissible. La deuxième raison, ça va être parce que la personne n'a pas de lien significatif dans son propre pays. Pourtant, qui va justifier qu'il a son père, sa mère, parfois des êtres qui sont malades, des frères et sœurs. Et malgré ça, l'agent déplore que ce ne sont pas des liens significatifs qui sont assez forts pour justifier que la personne va retourner dans son pays. Il y a des personnes qui justifient avoir des biens immobiliers dans leur propre pays. Et pour l'agent, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez significatif pour permettre un retour au pays. Est-ce que vous ne voyez pas un peu de démagogie dans sur le site? Oui. Allez-y. Pourtant, c'est clairement écrit sur le site que avoir des biens immobiliers, avoir une entreprise, avoir un emploi sont des arguments pour prouver que vous allez retourner dans votre pays. Est-ce que vous ne voyez pas une sorte de démagogie entre ce que le fédéral dit et le concret sur le terrain? Écoutez, je ne vais pas utiliser le terme démagogie, mais c'est sûr qu'il y a une incohérence.
il y a une incohérence entre ce que le ministre de l'Immigration dit et ce que les agents font dans les bureaux. Il y a clairement une incohérence. Il y a un manque de suivi qui n'est pas fait de la part du bureau du ministre pour clairement voir qu'est-ce qui est fait dans les bureaux des agents. Donc, c'est bien beau de faire une annonce pour dire que nous, la réunification familiale, c'est un pilier du gouvernement canadien. Nous voulons réunir les familles sur le sol canadien. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre en place des mesures simplifiées, des délais de traitement beaucoup plus courts, de 30 jours, pour pouvoir atteindre un taux d'approbation de plus de 93%. On met en place des outils spécifiques pour les personnes qui sont dans le regroupement familial, mais on se rend compte qu'à la fin, malheureusement, rien n'est fait. Madame Fiata, à qui attribuez-vous la responsabilité? Au gouvernement fédéral ou bien au gouvernement québécois qui rallonge davantage les délais de regroupement familial? Nous pensons que pour les délais, c'est clairement en lien avec les seuils qui sont fixés par le gouvernement du Québec, qui sont pas de 10 400. Étant donné que le Québec ne veut accepter que 10 400 personnes qui ont un dossier dans le regroupement familial, alors qu'il y a plus de 38 000 demandes en attente, c'est pour cela que les délais sont beaucoup plus longs qu'ailleurs. Est-ce que vous croyez que votre combat va réussir à faire bouger les lignes? Bien sûr, bien sûr. Depuis la création de Québec réunifié, il y a énormément de choses qui ont été mises en place et on voit déjà qu'il y a quelques petites avancées. Malheureusement, c'est vraiment des avancées à pas de tortue. Mais écoutez, la table ronde, la table organisatrice de Québec réunifié, c'est une table qui est forte et qui est là pour rester. Donc, c'est un message clair que je veux faire aujourd'hui. Toutes les personnes qui sont dans la table ronde et toutes les personnes qui sont dans le collectif de Québec réunifié, pas seulement la table ronde, mais c'est toutes les familles qui sont avec nous, qui sont en train de se battre avec nous, posent des actions chaque jour. Et ces actions permettent d'avancer, de faire de plus en plus connaître Québec réunifié, d'aller toucher de plus en plus de familles qui sont dans le même cas que nous pour les rallier à notre cause et qu'on puisse continuer notre combat pour montrer au gouvernement et surtout à la population que nous existons et que nous souffrons. Que nous souffrons surtout, que nous souffrons par rapport au délai et par rapport au quota qui est mis en place. Madame Fiata, vous dites avoir eu de nombreuses rencontres en tant que responsable de communication du collectif Québec réunifié avec le cabinet du ministre de l'Immigration canadien, M. Miller, au sujet de visa visiteurs. Quelles étaient les conclusions de ces rencontres? Alors, l'une des dernières rencontres que nous avons eues, nous avons exposé des faits qui sont qu'il y a encore beaucoup trop de taux de refus de visa visiteurs et nous avons proposé des pistes de solutions donc au cabinet de ministre de l'Immigration pour pouvoir soulager ces familles et leur permettre de se réunir. Pour l'instant, nous sommes encore en attente des différentes réponses aux questions que nous avons posées. Donc, nous avons grand espoir que nous allons pouvoir recevoir des réponses positives et qui vont pouvoir aider les familles québécoises à retrouver leurs êtres chers. C'est tout ce que nous voulons. Madame Fiata, le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, parlant de mauvaise foi, dispose à son article 4.1, je cite, pour l'application du présent règlement, l'étranger n'est pas considéré comme étant l'époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d'une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux selon le cas visait principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège sous le régime de la loi, où ce mariage n'était pas authentique. Est-ce que votre mariage est authentique, Madame Fiata? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr qu'il est. Écoutez, nous sommes ensemble depuis 2019. Okay. Nous sommes mariés en 2021. Ça fait presque 5 ans que nous sommes ensemble. Vous savez que chaque personne
qui est inclus dans un regroupement familial doit être responsable de la personne parrainée pendant 3 ans, doit être responsable financièrement de la personne pendant 3 ans. Écoutez, un mariage, ce n'est pas une décision à la légère. Un parrainage, ce n'est pas une décision à la légère. Ok? Moi, j'ai fait le choix de parrainer mon époux parce que je veux être avec lui. Parce que je suis en amour avec mon époux et que je veux construire une relation avec lui. Je veux avoir ma famille avec lui. Donc, j'ai fait le choix de me porter garant pour lui pendant 3 ans. Si ce n'était pas une relation authentique, ce n'est pas un choix que j'aurais fait. Soyons clairs là-dessus. Nous allons partir en musique, marquer une pause musicale et nous allons revenir après. Madame Fiata. Il y a pas moyen dans l'avion, il faut simplement travailler. Travailler, c'est ça la vie. Bienvenue sur Migration FM. Nous recevons ce matin, à l'occasion de notre émission hebdomadaire, Madame Cindy Fiata, chargée de communication au collectif Québec Réunifié. Madame Cindy Fiata, un auditeur nous écrit et dit ceci. Le ministre Fraser nous a rassuré que nos conjoints pourraient venir avec le visa visiteur. Si nous sommes au Canada, on a été accepté comme répondant. Nouvelle de Sian Fraser le 23 mai 2023. Il a bien dit déménager au Canada en attendant la décision finale. Et ils m'ont refusé le visa pour les raisons suivantes. On est mariés. On est mariés et... On est marié et pas compatible avec un visa visiteur. Et pour que sa conjointe ne retourne pas dans son pays, pourtant, il a bien dit déménager. La double intention, parlons de la double intention, Madame Fiata. Pourtant, l'article 22 de l'alinéa 2 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés énonce qu'une personne qui a déposé une demande de résidence permanente peut en même temps avoir l'intention d'obtenir un visa. Est-ce une contradiction là entre la loi et la décision du ministre? Écoutez, la double intention, c'est une conversation extrêmement longue à avoir. Ce qui est certain de la part du cabinet de Miller, c'est qu'ils assurent que lorsqu'un agent traite une demande de visa visiteur d'une personne qui est dans le processus de regroupement familial, la double intention est prise en compte. Donc, on comprend que la personne a déjà une demande de regroupement familial, donc pour retrouver ses êtres chers au Québec. C'est un fait. Maintenant, quand on fait une demande de visa visiteur, là où le bas blesse, c'est qu'il faut prouver que la personne va retourner dans son pays. Peu importe que la personne ait une demande de regroupement familial. L'agent comprend qu'il y a une demande de regroupement familial. Il comprend que la décision finale de cette demande de regroupement familial peut être positive ou négative, mais lui, ce qui lui importe, c'est que quand vous présentez votre demande de visa visiteur, vous devez prouver que vous allez retourner dans votre pays. Et cela est une totale incohérence avec l'annonce de l'ancien ministre de l'Immigration, M. Fraser, qui dit qu'il veut faciliter le regroupement familial. En théorie, vous voulez le faciliter, mais vous n'avez pas mis en place de stratégie, de démarche claire avec vos agents pour qu'ils puissent savoir comment traiter une demande de visa visiteur d'une personne qui est inscrite dans le cadre d'un regroupement familial. En dehors de l'intervention du député Bouleris, est-ce que vous avez introduit d'autres voies de recours pour pouvoir remédier à cette situation-là? Vous parlez de ma situation judiciaire, d'ailleurs, oui, votre situation personnelle. Non, tout simplement parce que ce sont des frais supplémentaires, ce sont des délais supplémentaires. Et on ne sait pas si réellement on va avoir gain de cause. Mais pourquoi vous ne savez pas que vous aurez gain de cause? Pourtant,
vous respectez la loi jusqu'ici. Oui, vous avez raison, nous respectons la loi, mais c'est une part de l'inconnu. C'est quelque chose, peut-être que dans l'avenir, un avenir proche, oui, que je pourrais mettre en place, mais pour l'instant, ce n'est pas une idée qui m'est venue en tête pour pouvoir donc révoquer les différents refus que nous avons reçus. Vous savez, quand une demande est faite, donc vous avez bon, un certain nombre d'étapes à suivre. C'est sûr que vous faites la demande, il y a un délai qui est affiché sur le site qu'on respecte parce que dans le fond, ça ne sert à rien de communiquer avec l'IRCC tout autant que le délai n'est pas dépassé parce qu'on reçoit toujours la même réponse. Vous êtes dans les délais. Vous êtes dans les délais. Donc, une fois que les délais ont été dépassés, là, on vous suggère d'aller communiquer avec votre député. C'est le député qui prend en charge votre dossier et qui, lui, va faire les démarches auprès de, d'immigration, d'IRCC. Donc là, il va poser des questions, il va prendre des informations pour comprendre où se trouve le dossier, quand est-ce qu'il va être traité et si, bon, on attend de voir la décision finale. Si la décision finale est positive, tant mieux, tout va bien. Si elle est négative, on vous dit, vous avez deux options. Vous avez l'option de faire une lettre de reconsidération ou d'attendre un peu, de faire une nouvelle demande. C'est sûr que moi, quand j'avais appelé mon député, avant de faire notre dernière demande, il nous avait conseillé, la conseillère m'avait dit, vous pouvez aller faire un recours en justice, mais ce sont des frais et c'est un délai. On ne sait pas dans combien de temps vous allez recevoir la réponse. Est-ce que vous avez l'impression que les bureaux de visa font un peu du zèle dans le traitement des dossiers, des demandes de visa visiteurs? C'est-à-dire, est-ce qu'ils font un petit peu comme ils veulent? Ben, c'est ça. Écoutez, moi, je ne suis pas dans les bureaux pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Par contre, moi, ce que je peux voir, toujours en me basant sur l'annonce qui a été faite donc, au mois de mai, et ensuite les différentes réponses que j'ai pu voir, donc mes réponses personnelles et les réponses d'autres membres. Parce que vous savez, maintenant, là, maintenant, à l'ère de tous les réseaux sociaux, on sait tout. Les gens communiquent, les gens échangent les informations. Donc, il y a énormément d'incohérences qu'on voit passer et on se dit, ben, il n'y a pas de directives claires qui sont données aux agents. Moi, c'est mon impression. Il n'y a pas de directives claires qui sont données aux agents. Il y a des annonces qui sont faites, de belles annonces, de belles promesses, mais qui ne sont pas suivies par des actes concrets. Ou peut-être qu'ils sont suivis par des actes concrets, mais des mois après. Vous êtes chargé de communication au collectif Québec Unifié qui se bat bec et ongle pour la justice, pour rendre justice à ces nombreuses familles, 1800 environ, qui attendent de manière indéfinie l'aboutissement de leur demande de parrainage. La communication, qu'est-ce que vous faites exactement? Depuis le début, nous sommes en communication, donc comme je l'ai dit, avec le cabinet du ministre Miller. Même au mois de juillet, nous avons eu donc une manifestation devant le cabinet du ministre Miller, à l'époque où il était encore député à Montréal. Donc, c'est des communications, toujours en communication, où on expose des faits et on essaie d'avoir des réponses, on essaie d'arriver avec des pistes de solutions pour pouvoir collaborer avec le ministre Miller. Nous, on veut une collaboration avec le cabinet du ministre pour trouver des solutions pour aider les familles. C'est ce qu'on veut. Et de la même façon pour le provincial, nous voulons une collaboration entre Québec réunifié et les deux pôles, gouvernement provincial et gouvernement fédéral, pour pouvoir apporter des pistes de solutions aux familles. Parce que vous savez, cette situation, elle n'est pas nouvelle. D'accord? En 2020, avec la COVID, il y a eu la même chose. Des visas visiteurs refusés en masse, des délais insupportables, des familles déchirées, des parents, des enfants qui naissent sans leurs parents, sans leur père, des enfants qui doivent vivre sans un des deux parents, des personnes malades qui ne peuvent pas être avec leur être cher. La situation à laquelle nous faisons face n'est pas nouvelle. Et pourtant, on a les mêmes problématiques qui se répètent, autant au niveau du fédéral que du provincial.
Donc, on aurait pu croire que depuis 2020, ils seraient venus avec des solutions vraiment qui sont là pour aider les familles. Mais force est de constater que presque 4 ans après, on est toujours face à la même situation. Est-ce que vous avez l'impression que la ministre de l'Immigration québécoise, Madame Christine Fréchette, restait insensible à toutes ces doléances? Écoutez, il y a les en parole, elle se dit sensible face à la situation que vivent les familles québécoises. Mais pour l'instant, nous n'avons vu aucun acte qui va prouver, qui va démontrer qu'elle est réellement sensible et qu'elle cherche des pistes de solutions pour aider les familles québécoises. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est tout simplement une partie de ping-pong entre le fédéral et le provincial. Est-ce que la pétition qui est actuellement en circulation et qui a déjà récolté plusieurs signatures peut faire changer la donne au niveau de l'immigration, du ministère de l'immigration? Nous l'espérons. C'est une lettre ouverte. Donc, nous espérons sincèrement qu'elle va pouvoir apporter des pistes de solutions pour pouvoir soulager les familles québécoises. Donc, effectivement, présentement, nous sommes dans une campagne de lettres ouvertes. Euh, Avant, nous avons fait une pétition qui a été soutenue par M. Guillaume Clich-Rivard, qui est un député. Nous avons pu récolter un certain nombre de signatures qui a été présentée à l'Assemblée nationale. L'ancien député, M. Déragi, avait proposé une motion au gouvernement du Québec qui a été refusée. Une motion pour pouvoir traiter, pour pouvoir enlever l'arriéré qui a été créé dans le cadre du parrainage en destination du Québec, qui a été refusé. Donc, quand on dit je suis sensible face à la douleur, face à la cause des Québécois qui sont dans le cadre du regroupement familial, on accompagne nos paroles à nos actes. Refuser la motion, pour nous, ce n'est pas démontrer sa sensibilité. Nous allons marquer une pause musicale et revenir juste après. Je vais le dire, mon grand-grand-père, il ne comprend même pas le français, mais lui aussi il est parti travailler. Diamboka, mobaya ezali pasi mingi, kasi nyoso, yoko salai, ezali, nakoputa ndako, pona kosomba biloko ya kolea, pona kisi, ya pharmacie. Tu ne peux même pas faire l'économie, tu ne peux pas faire l'économie. Économie n'endako ezali te, économie. Aïe aïe aïe. Pauvres immigrés. Pourtant c'est nous, en Afrique, on les appelle comment? Coopérants. Mais ici, ils nous appellent comment? Manjunga. Donnez-moi encore un whisky avant de mourir. Travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés. À tous mes amis d'Afrique, chauffez, balancez, chauffez, balancez, chauffez, balancez. Bienvenue à notre émission hebdomadaire de ce 17 février 2024. Nous recevons Madame Cindy Fiata, responsable des communications au collectif Québec Réunifié. Madame Cindy Fiata, les bureaux de visa, apparemment vous avez des statistiques qui ne sont pas du tout flatteuses. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, tout à fait. Donc, nous avons eu accès à certaines informations qui ont été communiquées directement par l'IRCC. Nous avons fait une demande d'accès à l'information pour savoir quels étaient les taux de refus et d'approbation pour certains BVC, donc bureaux de visa canadiens qui sont à l'étranger. Malheureusement, nous sommes encore en attente d'autres BVC, mais il y a eu un constat clair qui est ressorti. Donc, notamment avec le bureau de visa canadien qui est situé au Mexique, et nous l'avons comparé au bureau de visa canadien qui est situé donc à Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bureau de visa canadien donc, du Mexique va traiter
en majorité les demandes de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et de la Caraïbe des Antilles. Tandis que BDC Paris, on a pu voir qu'il y a des demandes d'Afrique du Nord qui sont traitées dans ce bureau-là et aussi dans certains pays de l'Europe. Et ce qui est ressorti, c'est que pour BDC Mexico, donc qui est à Mexique, qui est au Mexique, pardon, on a un taux de refus qui dépasse les 50%. Tandis que le bureau qui est à Paris a un taux de refus qui tourne autour de 5 à 7%. Et le gros questionnement est pourquoi? Pourquoi cette énorme différence entre ces deux BDC? Qu'est-ce qui justifie qu'à BDC Mexico, on a un taux de refus de plus de 50%, tandis qu'à BDC Paris, on a un taux de refus qui tourne autour de 7%? Comment sont traités les dossiers dans ces deux BDC et qu'est-ce qui justifie cet énorme gap, excusez-moi du mot de l'anglicisme, cet énorme écart entre les deux BDC? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de la discrimination quelque part? Oui. Oui. Il y a clairement de la discrimination quelque part. Vous savez, nous, on va l'appeler la discrimination. Les agents, l'IRCC va dire, vous savez, nous, on fait des enquêtes sur les différents pays. Donc, c'est sûr que les pays qui ont une économie plus stable, les gens qui viennent d'un pays qui ont une économie beaucoup plus stable, risquent de se voir octroyer le visa visiteur beaucoup plus facilement qu'un ressortissant qui vient d'un pays dont l'économie est beaucoup plus instable. Mais c'est très grave ce que vous dites, madame, cette information, madame Fiata. Est-ce que les Africains ne vont pas payer le prix lourd de cette discrimination-là par hasard? Mais écoutez, monsieur, je vais vous faire un petit retour en arrière concernant les, euh, les permis d'études. Il y a eu énormément d'articles qui sont ressortis les dernières années pour les pays africains francophones, où les personnes qui demandaient un permis d'études pour venir étudier au Québec, il y avait un taux d'échec, un taux de refus énorme, malgré que la personne est francophone, malgré que la personne a reçu une bourse, malgré que la personne a reçu une acceptation d'un collège ou d'une université québécoise, se voyait refuser. Donc, on a fait part qu'il existait de la discrimination envers certains pays. Donc, c'est quelque chose qui a été prouvé auparavant, quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et en dehors de votre combat pour la révision des délais de regroupement familial, est-ce que le collectif Québec Unifié entend aussi porter son combat de ce côté-là? Du point de vue de la discrimination, Oui. c'est une excellente question. Écoutez, moi personnellement, pour l'instant, je ne peux pas me positionner. Vous savez, je fais partie d'une table ronde, mais c'est clairement un questionnement que je vais pouvoir donc porter à mes collègues pour voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et le 21 mars se célèbre la journée mondiale de lutte contre la discrimination et le racisme. Est-ce que vous ne pouvez pas profiter de cette occasion pour poser le problème sur la table? Ce serait sûrement une excellente, une très belle occasion de pouvoir poser cette question-là. Madame Sidi Fiata, le collectif Québec Unifié, à quel niveau se trouve le combat? À quelle mesure, à quel niveau vous dites? À quel niveau se trouve votre combat? Alors, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Au niveau provincial, donc les défis auxquels nous devons faire face, ce sont les seuils qui sont appliqués depuis l'entrée donc de notre gouvernement actuel, qui se situe entre 10 400 et 10 600 personnes qui veulent admettre, donc au Québec, qui sont inscrites dans le regroupement familial. Ce qu'il faut aussi comprendre, dans la catégorie du regroupement familial, nous ne parlons pas seulement des époux et du conjoint de fait. Il y a les enfants qui rentrent en compte. Il y a les parents. Il y a les grands-parents qui se rajoutent. D'accord? Nous savons depuis l'article qui est sorti dans le Devoir au mois de juillet, à peu près, juin-juillet, qu'il y avait 38 000 demandes. Il y avait un arriérage de 38 000 demandes.
Mais nous sommes rendus en février 2024. Le monde n'a pas arrêté de tourner, les demandes n'ont pas arrêté d'arriver. Donc, je ne pense pas que nous soyons encore à 36 000 demandes. Nous sommes peut-être à plus de 40 000 demandes, nous ne savons pas. Nous attendons encore les chiffres du RCC pour savoir combien de demandes sont sur leur bureau. Mais le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Et le gouvernement continue. Pire, en 2023, le seuil était de 10 600. À la suite de notre... donc, nous sommes allés à l'Assemblée nationale. Nous avons eu la chance donc, de pouvoir parler, de nous adresser au gouvernement, de présenter Québec réunifié et les problématiques que nous rencontrons. Donc, au niveau psychologique, de présenter les familles qui sont concrètement dans le regroupement familial, d'arrêter de penser que nous ne sommes que des chiffres sur un ordinateur. Nous ne sommes pas que des chiffres, nous sommes des familles, des êtres humains qui souffrent physiquement, qui souffrent psychologiquement des décisions qui sont prises par le gouvernement. Et on se rend compte que le gouvernement ne maîtrise pas notre dossier, ne sait pas qui nous sommes, ni la population ne sait pas qui nous sommes. Donc, c'est un devoir pour nous de parler à la population, de parler au gouvernement pour nous présenter et mettre au jour les souffrances que nous subissons en raison des décisions qui sont prises par un gouvernement. Donc, ça, c'est notre bataille. Et nous voulons un changement. Ensuite, au niveau fédéral, ce sont les visas visiteurs. On veut que le gouvernement tienne ses promesses. Vous avez promis de simplifier, d'améliorer, de faciliter la réunification familiale au Canada. Donc, il veut dire aussi au Québec. Nous faisons partie du Canada. Donc, nous avons droit aussi au même droit que les autres provinces. On veut que ce qui a été dit dans l'annonce soit respecté et soit réellement mis en place. On ne veut pas avoir de belles paroles qui ne servent à rien. Ce sont des frais monétaires qu'on est en train de débourser pour des visas visiteurs. Et quand on fait une demande de visa visiteur, on ne s'attend pas à recevoir un refus à la suite d'une annonce qui est faite au mois de mai 2023. On est loin d'imaginer qu'on va recevoir un refus à la fin. Et pourtant, c'est le cas de trop nombreuses familles qui reçoivent des refus. Donc, notre combat, c'est vraiment pour les deux gouvernements. Le gouvernement provincial qui met un quota de 10 400 pour l'année 2024, alors qu'il était de 10 600 en 2023. Donc, on voit qu'on n'avance pas dans la situation. Au contraire, on régresse. On a 200 familles maintenant qui ne vont pas avoir leur place en 2024 à 10 400 et qui pourraient même descendre à 10 200. Et en descendant en 10 600, 10 400, 10 200, qu'est-ce que ça crée? Un embouteillage au niveau fédéral. Encore des dossiers qui vont rester sur les bureaux d'IRCC. Encore des délais qui vont augmenter. Donc là, on est passé à 34 mois. On va monter encore une fois à 39 mois. On va monter à 42 mois, 56. Et finalement, notre dossier, on va attendre 5 ans, 6 ans pour pouvoir recevoir un traitement qui, à la fin, on ne sait même pas s'il sera favorable ou pas. Parce que c'est un fait. Il y a certaines demandes de parrainage qui sont refusées à la fin. Peut-être parce que ce n'est pas un mariage vérisé, comme on en a parlé. Peut-être que c'est une erreur d'IRCC. On doit être clair là-dessus aussi. Il y a des erreurs qui sont faites par IRCC. Les agents, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des machines. Même les machines font des erreurs. C'est des choses qui arrivent. Et tout cela, ça retarde. On a vu des CSQ, il y a quelque temps, des CSQ qui n'ont pas été livrés à IRCC, ce qui a entraîné encore des délais supplémentaires pour ces familles, voire des refus de demande de parrainage. Donc, tout cela aussi est à prendre en compte dans le délai. Vous savez, quand on est passé à l'Assemblée nationale, on a bien expliqué quelque chose. Vous, votre délai IRCC le prend en compte, commence à partir du moment où on dépose le dossier sur la plateforme d'IRCC. Une demande de regroupement familial, monsieur, ne commence pas au moment où on dépose la demande dans la plateforme d'IRCC. Une demande de regroupement familial commence au moment où les deux personnes ou la famille prend la décision de se rejoindre au Québec. C'est à partir de là
qu'on commence le décompte. Et ça, il faut que ça soit clair et que les deux gouvernements le comprennent. Parce que c'est bien beau de voir 34 mois affichés, 35, 36 mois, mais il faut rajouter 1 ou 2 ans en amont pour la prise de décision. S'il y a un mariage qui doit être fait, un mariage, ça se prépare pas en 2 jours. Il y a des documents très souvent à traduire, les documents à rassembler. S'il y a un avocat à contacter, il y a le choix de l'avocat, il y a des rencontres à faire, il y a des explications à donner, il y a un dossier à monter. Et ensuite, on arrive au dépôt du dossier. Mais entre la prise de décision et le dépôt du dossier, il y a facilement 1 an qui se passe. Et quand on dépose le dossier sur la plateforme d'IRCC et qu'on voit un beau 16 mois, parce que c'était le cas quand nous, on avait déposé notre demande en 2021, un beau 16 mois qui est affiché, on se dit, waouh, OK, on a 16 mois à attendre et on va être enfin réunis. Mais quand on arrive à 24 juin et qu'on commence à voir que les délais passent à 24 mois, ben là, c'est la douche froide. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on passe de 16 mois à 24 mois? Et là, ce n'est que le début des problèmes. Ça monte, ça monte, ça monte. Et il n'y a aucune personne, aucun gouvernement qui peut nous donner des solutions stables, de vraies solutions pour nous aider. Donc, c'est tout ça qu'il faut comprendre, qu'il faut que les deux gouvernements prennent en compte et qu'ils se positionnent réellement pour nous aider. Et ce qu'on demande donc au Québec, c'est de revoir les seuils pour pouvoir éliminer au complet l'arriérage que lui-même a créé. Qu'il prenne ses responsabilités et qu'il règle la situation. Au niveau provincial, on demande au cabinet de Miller de tenir ses promesses. Vous avez dit que vous avez mis en place des outils pour faciliter l'approbation d'un visa visiteur pour les personnes qui sont inscrites dans le regroupement familial. Donc, quels sont les outils qui sont mis en place? Comment vous traitez ces demandes-là? Parce que ça ne devrait pas être traité comme un simple visa touristique d'une personne qui n'a aucun membre de sa famille ici et qui décide de venir explorer le Québec ou peu importe la province du Canada, tout simplement pour savoir si ça va me plaire, si je veux assister à un séminaire ou peu importe. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Donc, on veut que ce que vous dites soit accompagné d'action. Madame Fiata, vous êtes tellement claire et précise. Une question d'un auditeur. Je suis en parrainage de ma femme demande de déposer en août 2022. J'aimerais obtenir un visa visiteur pour ma femme et mes 2 enfants vivant au Sénégal. Dois-je demander un visa visiteur pour visiteur comme touriste ou pour visiter de la famille? Les 2 options sont offertes. Voilà la question d'un auditeur. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, si vous êtes déjà inscrit dans une demande de regroupement familial, ça ne sert à rien d'aller faire une demande de visa touristique. Comme je viens d'expliquer, nous ne sommes pas dans la même catégorie. Vous n'êtes pas une personne qui n'a aucun membre de sa famille au Canada et qui décide de venir explorer le Canada pendant 2 semaines. Vous êtes une personne qui est inscrite dans un regroupement familial et maintenant, si vous allez sur le site de l'IRCC, c'est clairement écrit, c'est une des options qu'on vous donne pour visiter votre époux, votre épouse qui réside et que vous êtes déjà dans un processus de regroupement familial. Donc, c'est l'option qui vous est proposée. Mais encore une fois, c'est très joli de mettre cette option-là sur le site Internet. Mais une fois qu'on a complété la demande, comment l'agent traite la demande des personnes qui sont inscrites dans le regroupement familial? Est-ce qu'elle le traite d'une manière différente que les personnes qui font une simple demande de visa touristique? Donc, pour répondre à la question de l'auditeur, quand vous allez compléter votre demande sur le site d'IRCC, vous allez voir cette option. Moi, je vous encourage à choisir cette option-là, d'être clair et honnête avec l'IRCC parce que de toutes les façons, ils vont avoir l'ensemble des informations. Simplement de dire, de spécifier que vous voulez visiter donc des membres de votre famille, votre époux, votre épouse, et vous êtes déjà dans une demande de regroupement familial. Et de dire que, de donner le numéro de votre dossier de regroupement familial par la suite
quand vous aurez l'occasion de le faire quand vous complétez votre demande. Donc, c'est pas le bas qui blesse ici, là. C'est comment l'agent traite cette demande-là par la suite. Quels sont les critères qu'il va prendre en compte pour les personnes qui sont spécialement dans une demande de regroupement familial. Parce que quand vous allez regarder sur le site, depuis quelques semaines, si ce n'est pas déjà un mois, on voit que c'est clairement écrit que maintenant, on va accélérer les demandes de visa visiteurs des personnes, le traitement des demandes de visa visiteurs des personnes qui sont inscrites dans un regroupement familial. Mais nous sommes au mois de février et cette annonce est peut-être apparue au mois de janvier, mais ça vient d'où? Ça vient de l'annonce de l'ancien ministre qui a été faite au mois de mai 2023. Donc, pourquoi ce n'est que maintenant que vous proposez cette option sur le site d'IRCC? D'où les fameuses incohérences, d'où le fameux fait de dire qu'il n'y a pas de directives claires qui sont données aux agents. Et c'est encore bien écrit sur le site que, oui, vous avez droit à un traitement accéléré puisque vous faites partie du regroupement familial, mais c'est bien écrit que vous devez justifier votre retour, vous devez convaincre l'agent que vous allez retourner dans votre pays. Et c'est là tout le problème. Et là, nous revenons sur la double intention. La double intention, c'est le fait d'être dans une demande de résidence permanente et de demander une résidence temporaire. Donc, l'IRCC reconnaît que vous avez le droit de faire une demande de résidence permanente et pendant l'attente du traitement de votre demande, vous pouvez venir visiter le Canada. Il n'y a aucun problème, c'est la double intention. On vous ouvre les portes, venez nous visiter, il n'y a aucun problème. Ça fait du bien à notre économie. Mais vous devez prouver que vous allez retourner dans votre pays. Et c'est là, encore une fois, le problème. Parce que moi, si je viens d'un pays qui a une économie instable, que je n'ai pas des revenus qui sont au même niveau que le Canada ou plus haut que le Canada ou je viens d'un pays sous-développé, l'agent ne sera pas convaincu. En plus que j'ai un époux, une épouse, un membre de ma famille qui m'attend au Canada, l'agent ne sera pas convaincu que je vais retourner dans mon pays. Donc voilà. Madame Fiaga, en dehors de député Bouleris, est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu dans votre combat par d'autres partis politiques à l'instar de la CAQ, Québec solidaire? Nous avons travaillé extrêmement fort. Tous les membres de Québec réunifiés ont travaillé extrêmement fort. Quand je parle des membres, c'est la table ronde et toutes les personnes qui sont avec nous dans le collectif, l'ensemble des familles, à communiquer avec leurs députés, peu importe leur parti. Donc oui, on a du soutien du Parti libéral. Comme je vous ai dit, on a été aussi soutenu par M. Clich-Rivard et le NPD aussi, donc qui est au fédéral, pardon. Donc oui, nous sommes soutenus principalement par ces trois partis. Est-ce que vous avez le soutien du parti de M. Legault, la CAQ? Vu dans les faits, non, parce que la situation reste la même. Madame Fiaga, nous allons repartir en musique et nous revenons juste après. Simplement pour payer ton loyer, payer nourriture, payer santé. Les petits qui restent sous étapio, tu ne peux même pas faire économie. Économie d'accord et salité, économie. Travailler c'est trop dur, mais voler c'est pas bon. Demander la charité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Manjunga, donnez-moi un whisky avant de mourir. Cavalé, 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 cavalé.
Ave, Ava, Ave, Ava, Ave, Ava. Yeah! Asma, la ville c'est quoi même? Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous amorçons la fin de notre édition. Madame Fiata, comment vous sentez-vous face à tous ces problèmes-là que rencontrent vos compatriotes, vos membres, les différents membres de votre organisation, les enfants d'ailleurs y compris? Est-ce que, en tant que mère de famille, vous vous sentez à l'aise? Bien sûr que non. Écoutez, comme je vous ai dit, la plus grosse douche froide que j'ai pu avoir, c'était au mois de juin 2023, quand les délais ont changé. Donc, ils sont passés de 16 mois à 24 mois à cette époque, et d'où la création donc, par Lydia du collectif Québec Réunifié. Depuis, ma vie est en dents de scie. On va être honnête, et je ne suis pas la seule. C'est le cas de la majorité des personnes qui sont dans notre collectif. On vit au jour le jour. On vit au jour le jour, on vit collé aux nouvelles, on vit collé aux communications avec l'ensemble des députés. Ce n'est pas une vie, c'est un enfer. C'est ça. Je vis un enfer, d'accord? Et tout le monde en souffre. Tout le monde autour de moi en souffre. Mes amis, les membres de ma famille, les personnes dans mon travail. Cette situation dans laquelle je suis a une répercussion dans toutes les sphères de ma vie. D'accord? Et moi, j'ai toujours été très contente, très heureuse, très fière d'être au Québec. J'ai ma citoyenneté canadienne, d'être fière d'être canadienne. Mais avec cette situation-là, je me sens ignorée, délaissée, abandonnée autant par le gouvernement provincial que par le gouvernement fédéral. C'est là où on est rendu. Et je pense que c'est un sentiment qui est partagé par l'ensemble des familles parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait à ces deux gouvernements-là pour mériter la situation qu'on subit actuellement? D'accord? On ne choisit pas de tomber en amour avec quelqu'un. En théorie, oui, c'est un choix. On fait le choix de rester avec quelqu'un. Mais quand on aime une personne, on est prêt à affronter vents et marées. Mais c'est extrêmement difficile parce que on a l'impression qu'on est abandonné par notre gouvernement. Nous, ce qu'on demande aux deux gouvernements, c'est d'être capable de vivre avec les personnes qu'on aime, d'être capable de vivre avec notre époux, notre conjoint de fait, d'être capable de vivre avec nos enfants. C'est ça qu'on demande. Donc, le gouvernement, on demande qu'il nous facilite la tâche et c'est un droit d'être avec la personne qu'on aime. Est-ce que cela vous affecte dans votre métier d'enseignant? Bien sûr, comme je vous ai dit, ça affecte dans toutes les sphères de votre vie. Écoutez, ça va bientôt faire 5 ans. On n'a jamais pu fêter de Saint-Valentin ensemble. Moi, je suis dépendante de mes vacances scolaires. Donc, les seuls moments où je peux le voir, c'est quand j'ai des vacances scolaires. Et ça, c'est un point qu'on essaye de faire comprendre aux agents. Si au moins la personne qui avait, l'époux, le conjoint, avait la possibilité de venir au Canada pour visiter, ça faciliterait aussi la relation. Il y aurait un autre moment où il pourrait venir. Il y a des personnes, moi je suis chanceuse, j'ai plusieurs vacances dans l'année. Il y a des personnes qui n'ont que 2 semaines de vacances ou 3 semaines. Donc vous vous rendez compte, une vie de couple qui ne tient qu'à 2 semaines, 3 semaines, où on peut vraiment être à côté de la personne qu'on aime. C'est inimaginable. C'est inimaginable.
Madame Fiata, c'est une situation vraiment difficile. Nous vous souhaitons du courage et bon vent dans vos démarches. Et nous espérons que Québec solidaire remettra le paquet pour que les familles, les nombreuses familles puissent retrouver le sourire d'ici là. C'est ici que prend fin notre émission de ce jour. Nous vous remercions encore d'être venus. Et désolé pour tous ces problèmes techniques. Heureusement que nous avons pu rattraper le coach. Encore une fois, on se revoit d'ici là. Merci. Cette émission de ce samedi était animée par votre humble serviteur que je suis, assisté du journaliste Fanny depuis le Cameroun. Naturellement, la partie technique, le chef d'orchestre Alain. C'est sur le fond de cette balade de douleur que nous vous disons au revoir et à samedi prochain. Il n'y a pas moyen de le même parti Mali. Chez mon ami Diallo. DJ Mali m'a parti du Burkina Faso. Il n'y a pas moyen de Burkina m'a tombé Côte d'Ivoire. Aya Moussoukou. Atekiki, Aroni pour Nigeria. Il n'y a pas moyen de Lagos m'a parti Sénégal. À Dakar. Décidément, je vais pas tomber Paris.